Il faut souffrir pour être belle. Il y a quelque temps, j'ai commencé à chercher un nouveau boulot sur Internet. J'étais prête à accepter n'importe quel job, du moment que je pouvais payer mes factures et sortir de mon enfer quotidien. Ma vie à ce moment-là était en train de sombrer, alors je ne pouvais pas me permettre d'être sélective. J'avais divorcé avec mon mari, perdu mon boulot, je croulais sous les dettes. J'ai dû retourner vivre chez mes parents pour stabiliser ma situation. Et ils me rabâchent tous les jours qu'à mon âge, je ne devrais pas avoir ce genre de problème. Je sens que je les dérange. Et si je n'arrange pas très vite la situation, je vais finir par imploser. J'avais justement trouvé une annonce qui a attiré mon attention. Une offre d'emploi dans un centre de formation au mannequinat. Le travail demandé englobait plusieurs choses. Il consistait à s'occuper de l'entretien des locaux, mais aussi à l'accompagnement des jeunes filles dans leur quotidien. Il ne demandait aucune qualification particulière. Et en plus, le salaire annoncé défiait toute concurrence. L'annonce spécifiait que je serais nourrie et logée aux frais de l'entreprise. Je ne pouvais pas rêver mieux à ce moment de ma vie. C'était vraiment pile ce qu'il me fallait pour rebondir. J'ai très vite été approchée par la direction pour un entretien. Au début, j'étais surprise car je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Mais j'étais extrêmement motivée, et ça a dû se ressentir, car j'ai été embauchée directement par téléphone. Je n'ai pas traîné à faire mes valises. Le centre se trouvait assez loin de la ville, au milieu d'une zone boisée et calme. Il était immense. D'extérieur, il ressemblait un peu à une usine, mais l'environnement autour était reposant. Je sentais que je serais bien là-bas. Mais ça, c'était avant d'avoir mis les pieds à l'intérieur. Un jour, tout a basculé. Et ça, je vous en parlerai plus tard. À mon arrivée, j'ai été accueillie par une femme de chambre. En entrant dans les locaux, il y avait un immense préau, des rangées de tables alignées sur plusieurs mètres. Aucune décoration. Les murs étaient blancs, le carrelage au sol aussi. J'avais l'impression d'être dans un hôpital. L'atmosphère était froide. Après, je venais à peine d'y mettre les pieds, alors je relativisais. Peut-être que ce n'était qu'une impression. La femme de chambre m'annonce qu'elle sera ma formatrice pour les premiers jours. Mon travail sera le même que le sien. C'est elle qui réveille les jeunes filles le matin, leur prépare les repas, nettoie leur chambre, prépare le linge. Elle m'explique que nous devons également nous occuper de leur planning de la journée. Je comprends alors que j'aurai beaucoup à apprendre. Il y avait une centaine de futurs mannequins dans ce centre. Ça fait beaucoup à retenir. Mais de ce qu'elle m'a dit, l'établissement est divisé en deux pôles. Le pôle des apprentis mannequins, c'est dans ce pôle que je serai amenée à travailler. Et le deuxième pôle est celui des mannequins confirmés, celles qui ont terminé leur apprentissage et qui désormais doivent poser pour les photos ou les défilés. Ce pôle, je n'y ai pas accès. Et d'après ses dires, il m'est strictement interdit d'y mettre les pieds. Elle était ferme dans ses paroles. Apparemment, c'est parce que c'était très privé, qu'il y avait souvent des célébrités qui venaient voir les filles défiler, et elle ne voulait pas être vue. Elle ajouta qu'y accéder demandait un grade supplémentaire, et que peut-être qu'à l'avenir, si je me débrouille bien, je pourrais avoir l'autorisation d'y entrer. Je n'ai pas cherché à poser plus de questions. Je voyais déjà qu'elle était agacée d'en parler. Alors je n'ai rien dit. Elle a continué la visite des locaux. Nous sommes passés dans un long couloir sinistre pour accéder aux cuisines. Elle m'a expliqué l'utilisation des appareils électroménagers. C'est simple, il n'y avait que des autocuiseurs. Pas de four, pas de plaque. Et j'ai compris en voyant le garde manger. Il était rempli de sacs de pommes de terre, tellement qu'on n'y voyait plus le sol. Je me suis demandé où étaient les autres aliments, mais il n'y en avait pas.
Les filles étaient nourries exclusivement de pommes de terre à la vapeur. Selon les dires de ma collègue, elles doivent avoir une alimentation saine, ne permettant pas la prise de poids. C'est pourquoi les repas sont tous les mêmes. Il ne faut ni gras, ni beurre, ni sucre. Ça m'a paru barbare, mais je n'ai rien dit. Elle m'a montré les dortoirs des filles. Les lits étaient superposés et quasiment tous collés entre eux. Les pauvres dormaient entassées les unes sur les autres, sans aucune intimité. J'ai été attristée de voir ça, mais je n'ai toujours rien dit. Nous avons poursuivi par la laverie. Rien d'alarmant au premier abord, juste des machines à laver superposées. Mais il y avait aussi des étendoirs avec des tonnes de linge suspendu. Ils étaient tous pareils. Des centaines de petites robes blanches. La femme de chambre m'expliqua que c'est pour éviter de faire des distinctions entre les filles. Ça évite toute forme de discrimination. Bon, ça peut encore passer. Mais quand je lui ai demandé pourquoi il y avait également des centaines de perruques, elle m'a répondu que par leur alimentation, les cheveux des filles ne poussaient plus. Il fallait donc un substitut. J'étais perplexe, mais je n'ai pas voulu remettre une couche. Alors je n'ai rien dit et nous avons continué la visite. Elle m'a montré ensuite les salles de cours. Il y en avait plusieurs. La première était grande, tout en longueur. Il y avait un grand podium de défilé avec quelques chaises posées sur les côtés. Le podium formait un immense cercle, permettant aux filles de défiler sans s'arrêter, des heures durant. Car c'est en pratiquant qu'on apprend. En m'approchant un peu plus, j'ai remarqué de petites gouttes rouges écarlates sur le podium. Intriguée, je questionnai ma collègue à ce propos. Elle m'a répondu que parfois, à force de défiler en talons hauts sur des kilomètres, il peut arriver que certaines filles se mettent à saigner dans leurs chaussures. Mais qu'au final, ce n'est pas si grave, car il faut souffrir pour être belle. Je l'ai regardée en souriant, pour faire bonne figure, et je n'ai rien dit. Nous sommes ensuite passés dans la salle suivante, une salle peu commune. Je n'en avais jamais vu comme elle. J'avoue qu'en entrant dedans, je n'étais pas à l'aise. La pièce était sombre, elle aussi très grande. Il y avait sur le sol une centaine de seaux gradués, vides, séparés d'environ 1 mètre chacun. Elle m'expliqua que c'était la salle où les filles devaient se rendre après chaque repas. Elles ne devaient pas sortir de la pièce avant d'avoir rejeté au moins 10 centilitres. En entendant ça, j'étais horrifiée. Ces pratiques douteuses me donnaient envie de vomir, sans mauvais jeu de mots. J'ai pris mon mal en patience, et je n'ai rien dit. Après ça, elle m'a présentée au médecin du centre. Toutes les filles ont une visite médicale à chaque fin de journée. Le médecin fait un simple bilan sur leur état de santé. Il prend note de leur poids, de leur tour de taille, de cuisse, de bras, leur taux de glycémie. Et d'après les dires du docteur, il doit vérifier la bonne cicatrisation de l'opération. Ne comprenant pas tout de suite où il voulait en venir, je me tourna vers ma collègue. Elle m'indiqua qu'à leur arrivée, les filles devaient subir une opération des cordes vocales, leur supprimant la faculté de communiquer. Apparemment, c'est une opération nécessaire au bon déroulement de leur apprentissage. Selon elle, une belle fille n'a nul besoin de parler. À ces mots, je ne savais pas où me mettre. J'étais déconcertée. L'idée de priver ces femmes de leur voix me terrifiait. C'était irréversible pour elles. Mais ma collègue m'a rappelé que les filles étaient consentantes, que c'est elles qui avaient choisi d'entrer dans ce centre et que personne ne leur forçait la main. Alors je n'ai rien dit.
Nous avions terminé la visite quand la femme de chambre me tendit un papier. Il s'agissait des règles de l'établissement à respecter. C'étaient des règles de communauté plutôt basiques. Il était quand même précisé l'interdiction formelle d'accéder à la deuxième aile du centre. Mais il y avait une autre règle que nous n'avions pas évoquée. Et celle-ci a éveillé ma curiosité. Il était écrit « Ne parlez aux filles sous aucun prétexte ». Je lui ai posé la question sur le pourquoi de cette règle. Elle m'a simplement répondu qu'il n'est pas notre rôle d'avoir un dialogue avec elle. Notre seul rôle est d'assurer le bon déroulement du planning. J'ai acquiescé par résignation et je n'ai rien dit. Il était maintenant temps d'accueillir les filles. J'allais les rencontrer pour la première fois. Nous attendions devant la porte de leur salle de cours pour les guider jusqu'au réfectoire. Lorsque la porte s'ouvrit, je vis les filles par rangées de 2 sortir de la pièce. Elles faisaient toutes presque 2 mètres de haut. Leur démarche était rigide, les bras plaqués le long du corps, la tête bien droite, le sourire effacé, le regard vide. Elles marchaient en rythme, toutes le même nombre de pas, au même instant, comme à l'armée. J'ai été stupéfaite par leur apparence physique. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Elles étaient si maigres que je percevais avec précision la forme de leurs os. Je voyais très nettement chaque articulation, chaque délimitation, comme si leurs muscles avaient disparu. Elles se ressemblaient toutes dans leur attitude. J'avais l'impression d'être entourée d'animatroniques. Je n'arrivais pas à cerner une once d'émotion sur leur visage. Mais où avais-je atterri? Nous les accompagnions alors dans le réfectoire. Le repas leur avait été préparé. Une assiette avec à l'intérieur une simple pomme de terre cuite à la vapeur. Un festin. Les filles mangeaient en même temps. Elles se levèrent de leur chaise et, toujours par rangées de 2, se dirigèrent machinalement vers la salle de rejet. Nous les avons suivies avec ma collègue. Il fallait toujours les garder à l'œil. Elles se sont toutes agenouillées en face de leur seau et firent ce qu'elles devaient faire, avec une synchronisation impressionnante. Le spectacle était atroce, mais je devais garder la face. Ça allait devenir mon quotidien à partir d'aujourd'hui. Il fallait bien gagner sa vie. Les semaines ont passé et chaque jour se ressemblait, pesant et lugubre. Je commençais à être épuisée. Devoir supporter tout ça si longtemps mettait mes nerfs à rude épreuve. Les journées étaient longues et monotones. J'étais toujours accompagnée de ma collègue, celle qui m'a formée. Elle commençait à me faire confiance dans le travail et parfois me laissait en autonomie. C'étaient les pires moments. Devoir rester seule face à une centaine de jeunes filles, toutes plus angoissantes les unes que les autres, devenait insurmontable mentalement. Leur physique me répugnait. Et au-delà de ça, elles me faisaient pitié. Il est maintenant temps de vous parler de ce fameux jour. Le jour où je me suis rendu compte que cet établissement était bien plus qu'un centre de formation au mannequinat. Ce jour-là, j'avais été laissée en autonomie avec les filles. Le planning se passait comme prévu, jusqu'à ce que l'une d'entre elles, en passant dans le couloir d'une salle à l'autre, se mit à perdre connaissance. La procédure était stricte si ça devait se produire. Il fallait attendre que toutes les filles aient terminé leur parcours pour ensuite emmener la souffrante à l'infirmerie.
Mais c'était la première fois que ça m'arrivait. Et je le rappelle, j'étais seule. Alors non, je n'ai pas suivi les règles. À vrai dire, sur le moment, je n'y avais plus pensé. J'ai eu le malheur de demander à la fille comment elle se sentait. C'était plus fort que moi. Et ce fut une grosse erreur. Toutes les filles m'avaient entendu parler. Elles se sont arrêtées, ont tourné la tête vers moi, tout en même temps. Elles m'ont fixé droit dans les yeux. À ce moment-là, je pouvais enfin percevoir une émotion sur leur visage. C'était de la terreur. Les filles étaient tétanisées. Mais je n'avais pas le temps de m'y attarder. Je devais garder le contrôle. Je me sentais démunie et oppressée par la situation. La fille au sol crachait du sang. Je devais agir vite. Les autres autour de moi continuaient à me fixer. Je leur ai demandé ce qu'elles attendaient que je fasse. Elles ont écarquillé leurs yeux et se sont mises à pousser des gémissements stridents. Ça faisait écho dans ma tête. C'était insupportable. J'avais l'impression qu'elles essayaient de me dire quelque chose, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Elles me terrifiaient. Prise de panique, je me suis emportée contre elles, leur demandant fermement de reprendre leur chemin. Et comme des robots, elles se sont exécutées. J'ai alors pu emmener la souffrante à l'infirmerie et laisser le médecin s'occuper d'elle. Après ça, je me sentais si nauséeuse qu'il fallait que je sorte prendre l'air. Je me suis rendue dans la cour. Et au loin, j'ai vu une foule de personnes en tenue de soirée entrer dans la deuxième aile de l'établissement. Celle des mannequins confirmés. Celle qui m'était interdite. Prise d'un élan de curiosité, et en voyant tous ces beaux vêtements, je ne pus m'empêcher de les suivre. Une fois tout le monde à l'intérieur, je me suis permise d'entrer à mon tour. C'était une salle immense, avec des sièges de velours en estrade. En face, une scène gigantesque. Les lumières se sont éteintes, et une voix au micro annonça la venue des mannequins, demandant un tonnerre d'applaudissements. La foule était en folie, et le rideau se tira, laissant la vue sur cet immonde spectacle. Sur la scène, défilaient les uns après les autres des squelettes décharnés, sans plus aucun muscle, sans plus aucun bout de peau. Ils marchaient, les bras le long du corps, le menton relevé, comme par automatisme. En voyant ça, j'ai su que le cauchemar dans lequel j'avais atterri était bien plus grand que ce que je ne pouvais imaginer. Je fis demi-tour, ne voulant pas y croire. J'ai pris le chemin pour retourner près des filles. En passant par le couloir, j'ai croisé le médecin. En voyant mon état, il m'a demandé si tout allait bien. Mais j'étais tellement sous le choc qu'aucun mot ne pouvait sortir de ma bouche. Je me suis appuyée sur lui pour ne pas m'évanouir. Il m'a alors fait entrer dans son bureau pour m'examiner. À ma grande surprise, son bureau était vide. La jeune fille que j'avais emmenée il y a quelques minutes avait disparu. Je voulais lui demander quand j'ai vu une jambe squelettique dépasser de la poubelle. C'était la sienne. Il l'avait jetée comme une vulgaire ordure. La panique s'intensifiait. Je me sentais prise au piège. Nos regards se sont croisés. Il avait compris mes pensées. Il m'a dit que dans tous les cas, elle n'avait aucune chance de survie et qu'elle allait être jetée dans la fosse. Il a ajouté que je n'avais pas à m'inquiéter,
car c'était la procédure. Nerveusement, je me suis mise à pleurer. Je n'avais qu'une envie, me barrer d'ici. Il était hors de question que je reste encore 1 minute de plus dans cet établissement. Ou plutôt, dans cette usine à carcasses. Je me suis levée d'une traite pour passer la porte et rentrer chez moi. Mais en l'ouvrant, il y avait ma collègue juste derrière. Elle m'avait vue dans la deuxième aile. Elle savait ce que j'avais vu. Il était impossible pour moi de faire demi-tour. J'étais coincée. Depuis ce jour, je ne m'habille que d'une simple robe blanche. Je ne mange que des pommes de terre à la vapeur. Et je saigne dans mes talons hauts. Je suis devenue un automate moi aussi. Je sais ce qu'ils veulent que je devienne. Mais ils n'auront pas ça de moi. Je trouverai un moyen de m'enfuir. J'arrête pas de me demander pourquoi. Pourquoi je n'ai rien dit quand j'en avais l'occasion.